écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Droit et Société, votre espace de réflexion qui traite les questions d'ordre juridique et social. Aujourd'hui, nous abordons un thème majeur, la protection des droits humains à l'épreuve des crises contemporaines. Conflits armés, crise politique, révolution numérique, pandémie. Les droits de l'homme sont-ils toujours aussi bien protégés qu'ils ne l'étaient? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Samba Thiam. Il est professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, président du CTS au CAMES. Comprenez par là qu'il s'occupe de la promotion des enseignants en droit et en sciences politiques. Il est également le président de l'Organisation nationale des droits de l'homme au Sénégal. Professeur Thiam, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Seydina, je n'ai pas le choix. Je lisais Amadou Hampâté-Bâ, puisque nous parlons de l'éducation, qui a souligné dans l'une de ses œuvres que certaines manières de demander obligent à accepter. Et je me permets d'ailleurs que vos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, m'en excusent, de te tutoyer, parce que j'étais connu à la fac parmi mes brillants étudiants. J'ai été impressionné ce jour-là quand on a organisé un grand événement, grande activité au niveau de l'université du cadre 2 par ton éloquence, brillante intervention, garçon de salle. C'était très très bien fait. J'étais même surpris d'avoir été invité à venir prendre la parole. C'est parce que quelque part tu m'avais vu. Cette considération réciproque nous lie. Je n'avais pas la possibilité de dire non, Seydina, je ne peux pas, parce que je ne pense pas que je puisse être à la hauteur de tes questions. Féliciter pour ce type de programme, pour cette télévision qui vise quelque chose de très important dans une société, c'est l'éducation. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour ces dorures, j'ai envie de dire, à mon égard. Alors, pour commencer, professeur, je rappelle que vous êtes le président de l'Organisation nationale des droits de l'homme au Sénégal, l'ONDH. Pour commencer, professeur, pouvez-vous nous dire simplement ce que l'on peut entendre par droits humains? C'est une question très difficile, Seydina. Moi, j'ai pas l'habitude de dire droits humains. Moi, je dis tout le temps droits de l'homme, pour englober et la notion classique de droits de l'homme et les droits humains. Droits de l'homme, si nous voulons résumer, je ne tente pas de définir, c'est très difficile. Mais juste pour nous permettre de démarrer, de fixer le périmètre de notre échange, c'est tout ce qui s'attache à la qualité humaine. Nous sommes arrivés au monde, pas fabriqués par des êtres humains, heureusement pour nous. Nous sommes arrivés avec des droits attachés à notre qualité d'être humain. Liberté, la liberté d'aller et de venir, maîtriser notre corps. Nous allons être baptisés, nous avons un nom, nous avons une image. Ça nous appartient, ce corps. Et ce n'est pas la société qui nous a donné. Et c'est partout, tout être humain, partout, sans considération de couleur, de sexe. Ça, c'est un don de Dieu, pour nous les croyants. Tout ce qu'on demande à l'État, à la société, c'est peut-être de créer des conditions me permettant de jouir de ces droits, de ces libertés. La société évoluant, les mentalités changeant, au départ, les hommes, ensuite les femmes revendiquent égalité en droit entre hommes et femmes. C'est ce qui nous a conduit à arriver à des notions que nous manipulons maintenant de manière habituelle, genre parité. Et donc, abandonnons le droit de l'homme. Ça renvoie à une histoire.
c'est mieux de dire droits humains pour englober, tenir compte de la notion de genre. Voilà ce que je comprends. Alors, on a tendance à souvent entendre dans les débats ou dans nos lectures dire que les droits humains sont universels. Pourquoi cela? Êtes-vous déjà d'accord avec cette assertion? C'est extrêmement encore difficile. Je vais répondre directement en disant, en principe, normalement, de façon générale, effectivement, les droits et libertés fondamentaux de l'homme, de l'être humain, sont universels. Je viens de dire tout à l'heure, partout dans le monde, ces droits doivent être évoqués, protégés, défendus. Mais, et c'est là où que j'attendais, pour relativiser, pour nuancer, qui dit principe, dit limite. Limite. On parlait de monde, mais le monde est composé de pays, de populations, de cultures, d'histoires. Nous n'avons pas les mêmes modes de vie. Ces particularismes locaux doivent être pris en compte. C'est pour cela que les États qui représentent les sociétés, qui viennent dans le cadre de la communauté internationale, nous parlons, nous émettons des valeurs. Et effectivement, chez moi, il va falloir qu'on respecte ces valeurs pour l'être humain, mais permettez-moi d'émettre des réserves, car nous n'avons pas les mêmes considérations de milieu. C'est ce qui explique que l'État dit, formule une prudence, une réserve. Et nous n'avons pas le même niveau d'évolution. Aujourd'hui, vous, votre société, vous êtes à un niveau où le libéralisme d'ailleurs est outrance, et à outrance, et abusif. La liberté individuelle, je me conduis comme je veux. C'est pas possible chez moi. En tout cas, pas encore possible. Voilà qui explique que dans les faits, dans la pratique, nous ne pouvons pas appliquer de la même manière ce qu'on pourrait appeler les droits de l'homme ou les droits humains. Il me semble, professeur, que aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus, on a tendance à dire que les droits humains sont menacés. Les droits humains ont été toujours menacés parce que c'est difficile au sein de la société de revendiquer une liberté totale, absolue. Et puis il y a toujours cette concurrence entre l'autorité, le pouvoir qui exprime la puissance et la liberté. Il n'y a pas au monde, il n'y en a pas un pays qui se permettrait de dire « je suis le chef ». J'ai un respect total, absolu des droits de l'homme. Non. Partout, on enregistrera, même de la part des gouvernants, des chefs d'État, des violations manifestes des droits de l'homme. Des violations manifestes des droits de l'homme de la part des États, des chefs d'État. Je veux m'arrêter au cadre des crises internationales, les guerres. Ils affectent considérablement les droits de l'homme. Professeur, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'est en considération de deux facteurs, de deux paramètres. La souveraineté, c'est ce qui fait la faiblesse d'ailleurs du droit international. Nous avons le droit international des droits de l'homme. Nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons des pactes de 1966. Et chaque région, il y a des instruments que nous avons mis en place. Mais l'État dit, je suis souverain, c'est moi qui décide, je suis indépendant. C'est pourquoi vous voyez des chefs d'État dans des assemblées voter, ne pas voter, ne pas rejoindre, refuser qu'on applique. Parce que l'obstacle, c'est la souveraineté. J'ai un droit interne. Parce que nous produisons des règles dans notre pays. Tout récemment, vous avez vu l'actualité. C'est mon pays. Je n'accepte pas qu'un tel phénomène se produise, évolue, grandisse. Et donc, j'élabore des règles pour contrecarrer. C'est lié à quoi? À la souveraineté.
C'est ça, l'un des obstacles, l'un des paramètres. L'autre paramètre, il n'y a pas de force. Qu'est-ce qui permet de sanctionner un État? Désolé de dire un État délinquant. Délinquant en ce sens qu'il décide délibérément et spontanément de violer des règles communes. Qui va sanctionner? Comment sanctionner? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus, on parle d'éthique dans les relations internationales. Il nous faut des femmes et des hommes qui soient capables de s'élever, qui aient de la foi. Je ne parle pas de la religion révélée, l'existence de Dieu, Dieu supérieur. Demain, on va disparaître, on sera jugé, même si on n'a pas cette conviction, qu'on considère quand même que si nous existons, si nous sommes la vie en société, c'est pour assurer, comme disait notre professeur, Serigne Diop, que nous avons beaucoup admiré parmi d'autres, et ses amis l'appellent Sadarte, que l'État qui représente la société existe pour 2 raisons. Poursuivre le bonheur et assurer notre sécurité. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous l'exercez sous forme de passion. Vous, c'est votre ego qui l'emporte. Vous n'êtes pas au service de la communauté. Et puis il y a la communauté internationale, nous tous. Votre État est un élément parmi d'autres. Naturellement. Et puis tout être humain. Il y a un auteur aussi qui l'a dit, Montesquieu. Tout homme qui a du pouvoir est porté à l'en abuser. Et pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition naturelle des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La force d'arrêter. Et quand on parle d'état de droit, c'est parce qu'il y a des garde-fous, des institutions extrêmement fortes. Le président Obama. Vous avez entendu sa formule? Vous pouvez aller dans les 2 sens. Nous avons besoin d'institutions fortes. Nous n'avons pas besoin d'institutions fortes, nous avons besoin d'hommes forts. Effectivement. Alors, je rappelle à nos chers téléspectateurs de Téléécole qui nous suivent depuis votre salon que le professeur Samba Thiam est également avocat de profession. Et en ce sens, professeur, en 2019, 2020, 2021, 2022, on a parlé de coronavirus partout dans le monde, par exemple. Et le coronavirus a été accompagné d'une restriction extrême des libertés partout dans le monde, au Sénégal. Les crises sanitaires peuvent-elles justifier les restrictions de liberté? Tout à fait, parce que c'est l'intérêt général. C'est la sécurité globale. C'est qu'il faut juste de la mesure. Et c'est pour ça que je reprends le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, l'éthique. Toute chose a besoin de limites, de mesures, d'équilibre. Mais c'est normal que nous soyons arrêtés. Quand on parle de santé publique, c'est pour nous tous. Tout récemment, dans un pays, on dirait qu'il y a un virus qui entre. Il y a 2 cas. Mais l'État réagit, la société réagit. On mobilise les mécanismes pour que ça ne se propage pas et n'atteigne les populations. Il y a des mesures qu'on va prendre. Et forcément, ces mesures auront comme effet de porter atteinte, ce qui est normal, ça se justifie, à nos droits et libertés. Mais il ne faut pas qu'on en abuse. Il ne faut pas qu'on politise. Il ne faut pas qu'on l'utilise pour massacrer d'autres. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des institutions. Il y a ce qu'on appelle la société civile, qui sert d'intermédiaire entre les sans-voix et ceux qui ont le pouvoir, qui ont la puissance. Et c'est pour cela que vous êtes là, pour la presse, le journalisme. Ce n'est pas pour rien. C'est pour cela que nous avons créé des juridictions. C'est pour cela que nous avons créé d'autres institutions de régulation. Ainsi, la chance que nous allons manquer, c'est lorsque ces outils, ces institutions, ce pouvoir n'est pas entre des mains de personnes suffisamment sages et à qui nous donnons des avantages. Nous mettons à votre disposition les moyens. Pourquoi? Pour une bonne gouvernance. Mais l'être humain, je vous ai dit, est faible. Moi qui vous parle comme ça, avec un peu plus d'aisance, parce que je suis dans une situation peut-être de non-pouvoir, pas suffisamment fortuné
Mais quand j'aurai le pouvoir entre mes mains, je vais me transformer. Vous n'allez pas me reconnaître. Tout homme, quiconque qui a du pouvoir, comme vous l'avez dit tantôt, reprenant Montesquieu, est tenté d'en abuser. Merci, professeur, pour ces éclairages. Mais, professeur, de nouveaux défis émergent par rapport aux droits de l'homme, aux droits humains. La transformation bouleversante du numérique. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Alors, professeur, les réseaux sociaux peuvent-ils devenir véritablement une menace pour les droits de l'homme? C'est déjà une menace. Je n'avais pas attendu que vous terminiez. Nous sommes menacés. Nous sommes ouverts. C'est la découverte. Moindre détail, c'est explosif. Il y a deux choses qui nous protègent. J'aime bien le thème qui nous réunit aujourd'hui, la protection. Qui dit protection? Du défense, du mécanisme que l'on devrait utiliser pour empêcher que nous soyons atteints. C'est la loi. Il faut qu'il y ait une loi, qu'il y ait des textes et des règles qui permettent de sanctionner un certain nombre de comportements. Et ce n'est pas suffisant. La loi doit être appliquée. Donc l'autre moyen, c'est le juge. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des mécanismes juridictionnels. Et le procureur de la République, comme vous voyez, son rôle, c'est de poursuivre et d'amener devant le tribunal pour être jugé. Et donc, il faut que nous soyons suffisamment forts et malheureusement, il faut des moyens qui nous permettent d'aller à la chasse, à la conquête, puisque nous sommes défiés. À tout moment, à chaque fois que nous créons quelque chose, que nous créons des lois, il y a d'autres intelligences qui s'opposent à nous. S'il s'agit de l'informatique, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui sont calés, il y a des gens d'ailleurs qui n'ont même pas fait la formation. Mais en tripotant, ils arrivent à déverrouiller. Il faut que nous soyons suffisants. Il faut mettre des moyens de l'argent pour nous sécuriser. Sinon, c'est catastrophe. Et ça remet en cause, ça bouleverse, ça inverse notre société. Et nous perdons nos valeurs. L'éducation ne sera plus possible. C'est autre chose qui va éduquer. On reste dans ce cadre-là, de ce que vous venez de dire. Ça inverse notre société. Comment ça inverse notre société et quel est le risque? Mais là, le risque est déjà là. Le risque, c'est que nous allons perdre nos valeurs. Nous allons changer. Alors, la société s'inverse. La manière avec laquelle elle fonctionnait, son ordre n'est plus là. C'est autre chose qui va être l'ordre. C'est autre chose qui va être le pouvoir. Nous n'allons pas être les mêmes personnes. Et nous n'allons pas pouvoir atteindre nos enfants, puisque nos enfants sont récupérés par d'autres réseaux, par d'autres systèmes. Ça commence par moi-même. Je ne suis pas sur place. Je n'ai pas le temps suffisant pour pouvoir communiquer avec ma petite famille. Mes enfants ne me voient pas. Non, mais c'est autre chose qui parle à ma place, qui parle à mes enfants. Et cette autre chose est tellement rapide et une chose tellement puissante que je ne pouvais pas rattraper. Aujourd'hui, c'est difficile de rattraper ce mouvement. La solution est à trouver chez l'État, chez la société civile? Très bonne question. Ça veut dire comment réagir face à ce phénomène. Et c'est l'État qui doit nous aider. Parce que j'ai dit tout à l'heure, la raison d'être de l'État, c'est d'assurer notre sécurité. Et l'État doit mettre les moyens. Si l'État a des moyens, il faut qu'il fasse le choix, la priorité de nous sécuriser. Il va falloir que l'État réduise les moyens qu'il utilise pour donner de l'avantage à des individus. Il faut que le président de la République accepte qu'on réduise ses moyens, son train de vie. Il faut qu'il se débarrasse d'un certain nombre d'avantages. Il faut que nous économisions. Le gouvernement, il faut qu'il montre l'exemple. C'est une question de sacrifice. Ce soldat, on ne peut pas le payer. Il a sacrifié sa vie. Il va falloir que nos gouvernants soient des soldats. Il faut qu'ils renoncent à un certain nombre d'avantages. Il faudra maintenant orienter les moyens vers la sécurité et vers le bonheur. Que nous partagions le peu que nous avons. Et quand on n'a pas les moyens, quand on souffre, comment peut-on assurer l'éducation?
Vous demandez à un père de rester sur place et d'éduquer. Avec quoi? Et quand je ne suis pas suffisamment assis, je suis vulnérable. Je suis facilement maniable. Je suis fragile. Et c'est comme ça que certaines puissances, d'ailleurs, s'imposent à nos États. Vous n'avez pas les moyens, vous êtes pauvres. C'est nous qui devons vous aider. Et nous allons vous aider en posant des conditions. Professeur, vous avez parlé du rôle de l'État. Je veux qu'on parle du rôle de la communauté internationale ou des organisations internationales, même si on sait que les organisations internationales sont la volonté des États. Mais sont-elles efficaces? Mais justement, depuis le début, vous posez de très bonnes questions, des questions très pertinentes, et vous touchez le mal. Si la communauté internationale était suffisamment forte, vous pensez que certains États se permettront d'être des délinquants? Ah, il faut que tout le monde se redresse là. Tout le monde, allons-y. Et contre ces pays qui menacent la paix du monde, qui favorisent la guerre. Vous entendez très souvent, puisque vous êtes un internationaliste, vous avez une très bonne discipline, la science politique, dire que les États n'ont que des intérêts à gérer. C'est vrai. On s'en fout de l'être humain, de ce qui est à l'intérieur, des populations, des civils qui en souffrent. La guerre qui perd, ce sont les civils. Vous avez entendu dans une guerre, toute une école, des enfants qui ont été détruits. Et la communauté internationale ne doit pas réagir. La communauté internationale, c'est qui? Ce sont des pays. Ce sont des gouvernants. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils ont chacun essayé de préserver sa sécurité. Si je me mêle, c'est foutu. Et d'ailleurs, dans mon propre pays, il peut y avoir des terroristes qui vont se réveiller. Je ne peux pas maîtriser ce monde-là. La population s'accroît. Chaque pays voit sa population s'accroître. Et ça va aller très très vite. Mon problème, c'est d'abord de régler ma crise interne, de donner à manger, à boire. Et si je me mêle de la guerre, c'est coûteux. Je vais sacrifier toute une nation. Merci beaucoup, professeur, pour ces éclairages. Je rappelle qu'il est professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est avocat de profession. Il est le président du CTS, la commission qui gère la promotion des enseignants. Tout ça, c'est l'État. Au niveau du CAMES. Il est également le président de l'organisation, l'ONDS, l'Organisation nationale des droits de l'homme au Sénégal. Que je dois reconnaître que cette organisation a été pilotée par des personnalités. Une première femme qui a mené le combat des droits de l'homme, c'est Mame Bassignan. Première femme avocate qui a légué, qui fit Sidiki Kaba, premier ministre, dont le dynamisme a été reconnu et qui a même présidé la Fédération internationale des droits de l'homme. Boukounta Diallo, Hassan Diomadiaye, il y a Djibril Badiane, notre regretté Djibril Badiane, il y avait même un Abdou Thiam, un banquier. Vous voyez, des personnes qui avaient le sens de ce combat. Et c'est ça qu'on nous a transmis. Donc cette organisation, elle a poussé, elle a permis à l'État d'évoluer dans la situation politique et démocratique. Et attention, ce sont les mêmes personnes qui ont dressé cette organisation. Notre regretté Kéba Mbaye, Abdou Diouf qui est encore vivant, qui a accepté que des choses qui se déclarent même membre d'honneur. Je ne peux pas les citer, je risque de les oublier. Ousmane Camara est encore vivant. Ibrahima Fall qui fut doyen ministre des Affaires étrangères. Ce sont eux qui ont mis ça en place. Et ils ont influencé la sous-région. Donc voilà les fondements. Il va falloir rappeler tout ça. L'éducation, ça commence par rappeler. Les missions de cette organisation également. C'est ça, c'était de diffuser les droits, la promotion, faire la promotion des droits et libertés fondamentaux, permettre à l'État africain, pas l'État sénégalais, d'être un État de droit. Et l'État de droit, c'est l'État qui est soumis à des règles, et parmi lesquelles les engagements internationaux que nous avons pris. Et c'est eux qui ont amené la Charte africaine des droits de l'homme. Sans culture, la culture des droits. Et je vous dis que les droits de l'homme n'ont de sens que lorsque leur combat permet
d'aboutir à une culture de paix. Les deux vont ensemble. L'un, négligé, bafoué, empêche l'autre de se réaliser. C'est ça. Et vous voyez, intelligence qu'ils ont mise en avant, c'est d'avoir dit, mais nous aussi, nous allons créer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'ONDH est né en 1987. La Charte africaine est arrivée en 1981. Et même l'institut que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années, un institut des droits de l'homme, c'est une école des droits de l'homme, école de la paix. Donc le Sénégal a beaucoup fait. C'est pour protéger l'individu contre les atteintes extérieures, en commençant par l'État, alors que l'État est le premier garant, le premier instrument de sauvegarde des droits de l'homme. Et ceux qui nous dirigent, s'ils le mettent dans leur esprit, nous allons pouvoir avoir de la paix. Et vous en êtes désormais le président. Où est-ce que vous en êtes? Je souffre. Je souffre, mon organisation souffre. Et je n'ai pas honte de dire que j'ai même écrit les présidents de la République. Je n'ai jamais eu de réponse. Voilà une première organisation liée à l'histoire de l'État du Sénégal, qui a fini par tomber. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que notre organisation est malade. C'est lui, le dernier président de l'Organisation nationale de l'ONU, est décédé pendant qu'il avait ses documents entre ses mains. Et il venait d'un atelier. Cette organisation recevait même la subvention de l'État. Mais les grands avocats qui étaient là, qui dirigeaient, qui ont mené un combat, étaient gênés de percevoir cette subvention. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé que l'ONDH était menacé d'expulsion. Et il était composé de membres. Et vous me donnez l'entente pour que je m'adresse à ces magistrats, Effectivement, ces allez-y. avocats, ces anciens membres de l'Organisation nationale des droits de l'homme. J'ai essayé même de les reconstituer. Donc, ce sont des magistrats, des avocats, des personnes vraiment volontaires qui ont tenu cette organisation. Mais je ne les vois plus. J'ai essayé de les mobiliser. C'est la première organisation. Je salue la multiplication des organismes de défense des droits de l'homme par la suite. On nous reproche même parfois, on dit des organisations de droits de l'homme qu'elles bénéficient de financement, de bailleurs de fonds extérieurs, raison pour laquelle elles bougent. C'est faux, en tout cas, pour ce qui nous concerne. Et nous recevons des gens, vous me parlez des missions, qui viennent nous voir, qui racontent leur histoire. Nous les écoutons. En les écoutant, nous leur apportons énormément du point de vue psychologique. Nous les conseillons, nous les orientons. Il nous arrive même d'ailleurs de nous constituer pour les aider. Nous facilitons également la compréhension pour dire aux Sénégalais, vous êtes des citoyens, c'est votre affaire, cette chose est une chose publique. Ne laissez pas n'importe qui venir prendre le pouvoir, alors que le pouvoir est au service de votre bonheur, de votre sécurité. Réfléchissez, essayez de connaître ces personnes-là, mettez en avant la moralité. Toute personne qui a une tâche ne devrait pas diriger ce pays. Nous avons besoin de personnes très sages, de personnes vraiment éthiques, intègres, c'est le mot que je cherche. On ne peut rien leur reprocher. C'est à partir de ce moment-là qu'elles peuvent prétendre, ces personnes, nous diriger. Parce qu'elles détiennent notre destin. C'est ce qu'il nous faut, Seydina. Et nous, donc nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation, de l'ouverture démocratique. Mais la démocratie est une quête. C'est un idéal. Nous allons vers, nous cherchons le meilleur. Malheureusement, notre façon de faire de la démocratie, ça inverse les choses. Catastrophe. Il ne s'agit pas d'aller voter. Il ne s'agit pas de chercher une pièce d'identité. Je ne dis pas de regarder pour qui nous votons,
mais au moins que nous nous saisissons de notre avenir, que nous écoutons religieusement ces personnes, que nous examinons leur programme et que le moment venu, que nous sanctionnons ceux qui nous ont trahis, qui nous ont menti. Je ne fais pas de la politique. Je n'ai jamais fait. Je suis pour personne. Je suis pour moi-même, le pauvre. Pour ces personnes, je crois que ceux qui nous gouvernent, si elles pouvaient descendre sur le terrain, nous observer, apprendre les réalités, ceux qui les entourent, les messages qui arrivent, elles pourront, ces personnes qui nous dirigent, les détecter et connaître la vérité. Parce qu'elles sont toujours surprises au moment des votes. Mais c'est pas possible, moi qui pensais que j'ai la légitimité, que le peuple est avec moi. Comment se fait-il que je perds les élections? Ah, c'est parce que vous n'avez pas, on ne vous a pas dit la vérité. Il faut faire attention. C'est tellement vrai que lors de la 10e édition du Forum international de la paix de Dakar, qui vient de fermer ses portes il y a environ un mois, un grand intellectuel disait que au Sénégal, les Sénégalais ont une culture politique, mais pas une culture démocratique. Et je crois que vos mots viennent de le corroborer, effectivement. Alors, professeur, dans cette quête de la protection des droits de l'homme, vous êtes revenu largement sur le rôle de l'État des institutions. Et il nous semble aussi que les citoyens y jouent également un rôle très important. Dans vos propos préambulaires, vous avez dit qu'il nous faut des lois. Où est-ce que nous en sommes par rapport à l'état de la législation et comment, professeur, comment sanctionner la violation des droits de l'homme? Je vous remercie pour cette question, mais je pensais quand vous avez parlé de citoyens, que vous parlez de nous-mêmes. Nous cherchons des dirigeants honnêtes, nous cherchons des personnes de qualité, mais on ne pourra jamais nous diriger si nous-mêmes, nous ne changeons pas. Nous ne sommes pas des acteurs de cette société. Chacun de nous a un rôle à jouer. Regardez nos comportements dans la rue, la construction. Nous sommes les premiers à enfreindre la loi. Nous ne respectons pas nos propres règles. Regardez la circulation. C'est vrai que Dakar est serré. C'est vrai que nos routes ont été déjà construites depuis longtemps. Nous avons habité. C'est difficile de changer, mais ce qui fait que c'est pénible, ce n'est pas possible. C'est nos comportements. Un de nous ne pouvait pas faire preuve de courtoisie et laisser l'autre passer. Il y a des feux rouges, on s'en fout, on les respecte pas. Comment voulez-vous avoir des dirigeants qui pourraient nous permettre d'atteindre nos objectifs? Alors je reviens maintenant à la loi. Nous en avons. Le Sénégal est ce pays magnifique qui a beaucoup légiféré dans tous les domaines. Nous apprenons très rapidement. Nous savons nous adapter. Maintenant, la loi doit être appliquée. Et il nous faut des institutions. Ça dépend du domaine que vous allez prendre. Il y a plusieurs domaines. La loi, elle est vaste. Je rappelle cette règle élémentaire du droit constitutionnel qui dit qu'il y a on répartit les matières entre deux domaines. Le domaine de la loi, donc si nous voulons mettre en place, nous allons à l'Assemblée nationale, et le domaine du règlement. Le président de la République lui-même peut édicter des règles, peut en faire dans l'intérêt général. Il y en a tellement. Choisissons deux domaines, par exemple. Un domaine que je connais le moins mal, le domaine pénal. Vous entendez, trop d'arrestations, mandat de dépôt, prison pleine, débordante. Si on pouvait avoir un juge à part, puisque vous parlez de protection, un juge qui est chargé de nous protéger. Ce sont des êtres humains. Quand le procureur décidera de vous arrêter, de vous mettre en détention, il ne pourra pas décider seul. Parce qu'actuellement, c'est lui qui décide et vous partirez. Même le juge d'instruction, s'il décide d'ouvrir une information, ne peut pas l'arrêter. Mais si on l'oblige à saisir un autre juge indépendant, libre,
suffisamment libre pour décider, ça va aider. Ah, voilà un exemple. Mais nous n'avons pas. Et je comprends que le Sénégal puisse dire que mais déjà avec ce que j'ai, il y a des coins, il y a des régions qui n'ont même pas suffisamment de magistrats. Si j'en crée encore, je ne peux pas. Oui. Mais utilisons les mécanismes que nous avons à l'interne. Changeons nos dispositions. Tout ce qui peut favoriser. On ne peut pas construire des prisons. Et puis la prison, c'est quelque chose à caractère alternatif. La prison, c'est exceptionnel. Le principe, c'est la liberté. Si les conditions sont réunies pour qu'on puisse vous laisser repartir chez vous, mais on vous laisse partir. Mais ça n'empêche pas de continuer l'enquête. Vous ne pouvez pas nous échapper. Ça, c'est un exemple en matière familiale. Un autre exemple de loi. Nous avons le protocole de Maputo. Nous ratifions. Et ce que nous ratifions parfois est en contradiction avec notre propre culture, notre croyance. Ça heurte. Laissez-moi vous donner un exemple. On dit qu'au Sénégal, nous pouvons tous nous marier en nous référant à notre coutume. C'est bien. Sérère, Alpulaar, etc. Diola, respectez votre coutume. Et votre mariage sera valable, c'est écrit dans le code de la famille. Mais bizarrement, si vous voulez rompre, reprendre votre liberté, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de passer par le juge. Ah, je ne dis pas que l'homme et la femme ne sont pas égaux en droit. Mais selon notre tradition, c'est moi qui vais aller chercher la femme et lui dire, j'aimerais bien aimer que tu viennes vivre avec moi. Quand je n'en peux plus, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais juste que je n'arrive pas à me retrouver avec elle. C'est peut-être même que c'est moi qui ai des caractères difficiles. Personne ne peut vivre avec moi, mais je veux reprendre ma liberté. Si je lui dis fascinal, on va me dire c'est une injure. Alors que c'est ma tradition, c'est la religion. C'est problématique. Il y a d'autres exemples. Et si nous saisissons l'actualité, la Cour constitutionnelle, bravo, c'est magnifique. Évoluons. Mais allons-y jusqu'au bout de l'évolution. Ne nous arrêtons pas. La Cour constitutionnelle, c'est pour quitter le Conseil constitutionnel, en faire une véritable juridiction. On veut faire, c'est vous qui parliez de loi, on veut introduire cette loi-là. Mais que cette Cour constitutionnelle puisse s'occuper des violations de nos droits. Mais non. Avec le projet, la Cour ne peut pas. On ne peut pas, vous ne pouvez pas, moi je ne peux pas saisir la Cour. Ce sont les députés. C'est le président de la République. Mais en tout cas, pas nous. Nous, si nous voulons amener la Cour constitutionnelle peut-être à s'occuper de nos violations, c'est dans le cadre d'un procès. Et nous allons invoquer ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Et même ça aussi, je ne suis pas sûr. La Cour constitutionnelle qui, malheureusement, jusque-là dispose d'un bloc, elle n'est pas encore vivante, mais quand elle arrivera, je me demande, est-ce qu'elle ne se limitera pas à son périmètre? Est-ce qu'elle osera dire que, ah non, là, il y a violation des droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont fixés dans notre Constitution. Il faut rendre à César ce qui est à César. Le président Abdoulaye Wade de son excellence, dont nous allons fêter bientôt les 60 ans. Quelle chance. Que le bon Dieu lui facilite encore la vie. Même si nous ne le voyons pas, il a beaucoup contribué à dresser notre État, notre société, à la rendre démocratique. Mais c'est lui, c'est pendant qu'il était là, bien sûr accompagné de ceux qui étaient ses collaborateurs, qui sont également dirigés, qui ont introduit tous ces droits dans notre Constitution. Et ça sert à quoi? Une partie intégrante de la Constitution et qui va l'appliquer? Votre question a été très large, tellement ouverte, que je risquerais de parler jusqu'à la fin. Professeur, États-Unis, Mexique, un président qui va aller prendre un autre président, mais je m'en limite là. Guinée, des enlèvements. Mali, des enlèvements d'un avocat qui fait la une des journaux, Maître Mountaga Tall. Au Sénégal, on parle de liberté d'expression. On parle des citoyens qui ne peuvent rien faire face aux abus, par exemple, de certains hommes de tenue. Réellement, est-ce qu'un citoyen peut réellement défendre ses droits au quotidien? Est-ce qu'il y a une relation entre le droit de l'homme et liberté d'expression?
La liberté d'expression est au cœur des droits de l'homme. Encore une fois, je le rappelle, la liberté d'expression, c'est un don de Dieu. On est arrivé avec. On ne peut pas vous la priver. Attention, par contre, à ce que vous dites. Nous avons des règles, des interdits. Être libre pour s'exprimer ne veut pas dire n'importe quoi. En tout cas, pas quelque chose qui viendrait perturber notre tranquillité. À ça, je ne suis pas d'accord. On doit sanctionner les abus dans l'utilisation de la liberté d'expression. Mais si nous revenons à ce que vous dites, et c'est la sanction qui va sanctionner, c'est le manque de sanction, c'est le défaut de sanction. Et vous me donnez l'occasion de regretter ce qui s'est passé avec Maître Tal, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, à Bamako, dans une cour criminelle. On a parlé. Quand j'ai vu qu'il a été enlevé, ma première réaction, c'est d'appeler un confrère de Bamako, qui fut ministre de la Justice, un de mes promotionnaires de Montpellier, Malik Koulibaly. J'ai dit à Malik, s'il te plaît, dressons-nous, organisons-nous, et il a sa fille qui est à Paris, qui est avocat comme nous au barreau de Paris. Et que je cherche à entrer en relation avec elle, pour entrer dans le combat. Pourquoi cet enlèvement? Parce qu'il défendait des individus. C'est très sensible. Il se peut qu'il y ait d'autres éléments qui nous échappent. Mais cet enlèvement ne s'explique pas. Est-ce que ce sont les terroristes qui sont venus l'enlever? Je ne pense pas. Et comme c'est sensible, je m'arrête là. Sinon, je vais dire des bêtises. Je vais créer des problèmes pour vous. C'est avec votre antenne que je dis des choses. C'est pas normal. Vous vous rendez compte? Les Indiens, qui ont leur souveraineté, on entre chez eux, on tue leur leader. Ah, je ne dis pas qu'il faudra défendre ce leader, qui aussi avait une organisation, avait une approche, une manière de vivre qui ne correspondait pas tout à fait à des règles dressées au sein de la société. Mais c'est pas normal. Mexique, pareil. Mais quand je dis c'est pas normal, vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre. Moi non plus. Mais qui va sanctionner? Si le bon Dieu pouvait descendre ou envoyer des gens qui pouvaient parler à ces personnes qui abusent de leur pouvoir, mais peut-être ça va changer un peu. Mais non, c'est que le bon Dieu aussi, c'est le mythe. Quand vraiment on aura trop peur, la vie n'aura pas de sens. Chacun de nous voudra partir. Puisqu'à chaque fois, on aura peur d'être sanctionné. C'est pour ça qu'il nous faut laisser comme ça. C'est comme ça la vie. Professeur, nous arrivons presque à la fin de cet entretien. Pour faire l'état des lieux, diriez-vous que les droits de l'homme sont en recul? Question très difficile, sensible pour moi. Je dois dire que je suis partagé. Il y a ce que nous avons créé, nous avons nos acquis. Et ceux qui sont arrivés au pouvoir, qui sont dirigeants, savent qu'ils sont arrivés grâce à l'effectivité de ces droits. Sinon, il y aurait la guerre chez nous. S'il y avait un rapport de force. Il y en a eu d'ailleurs, il y a eu des morts. Je crois qu'ils ont conscience que cette avancée de notre société, du point de vue démocratique, par rapport à l'élévation en matière de droits de l'homme, a beaucoup contribué. Ils se doivent alors de préserver, de consolider. Mais ce que j'entends dans notre pays sans accuser personne, sans savoir pourquoi, ça fait réfléchir. Trop d'arrestations. On hésite. Au point que, moi-même, au moment où je vous parle, dans un coin de ma tête, je me dis, attention à ce que tu vas dire. Et ce qui est grave, même si ce n'est pas l'État qui m'arrête, des agents de l'État, mais il y a des individus qui risqueront de m'agresser. Parce qu'ils estimeront que j'ai mal parlé à leurs dirigeants.
On n'a plus droit à la parole. Là, j'interpelle le professeur, l'éducateur que vous êtes, tout en vous remerciant d'avoir accepté cette invitation. Je vous ai dit que je parle. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes que nous sommes et aux plus jeunes? Et à mes enfants. Effectivement. J'avais été invité par mes étudiants à la fac. Je vous transmettais, puisque on m'a pas demandé mon avis. Je suis passé par des TikTok, des amis qui m'envoient ces messages. Les jeunes que vous êtes, s'il y a un message que je dois partager avec vous, c'est que quand on ne souffre pas, je ne dis pas souffrir, parce que vraiment il faut avoir des difficultés. Mais je veux dire, quand il n'y a pas une certaine rigueur sur vous, une autorité qui pèse sur vous, vous n'allez pas connaître votre chemin. Si vous le permettez en Wolof, bien je ne sûr. suis pas Wolof, je suis Alpulaar. Mais puisque ça passera mieux, ça ne veut pas dire que ma langue n'est pas connue. Retenez une chose, ko amul kilifa ayërëm naa ko loo gis ci àdduna dafa laaj kilifa mu neex mu naqar président son excellence Diomaye Faye suñu kilifa la danga ko war a respecter te fu mu jaar ñu ne kilifa baa ngi nii dama damay taxaw yéen nag la jeunesse li ma ragal ci yéen amu leen kilifa. Vous n'écoutez pas, vous n'obéissez pas, vous êtes trop libre. Et on risque de vous perdre dès qu'on vous impose une certaine rigueur éducative. Deuxièmement, puisque je veux m'arrêter à 3, deuxième message. Vous n'étudiez pas, vous n'apprenez pas, vous ne lisez pas. C'est trop dur pour vous. Et c'est pour ça, quand je parlais de souffrance, la galère, il faut bannir la facilité. Vous voulez la facilité. Vous voulez coûte que coûte réussir. Vous voulez coûte que coûte avoir beaucoup d'argent. Sans savoir, sans connaissance. Il faut avoir subi des étapes pour arriver à un certain niveau. La réussite n'a pas été aussi facile. Il y a eu tout un processus long. Quand vous réussissez, quand vous arrivez, vous aurez la conscience nécessaire pour bien vous tenir dans la société. Et c'est le cas. Tout de suite de l'argent. Troisième et dernière chose. Votre papa, votre maman, votre interlocuteur, mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'Internet. Vous avez un portable, j'en ai un. Avant que nous commencions, à un certain moment, vous aviez du mal à me parler parce que j'étais accroché à mon téléphone. J'étais dans un autre monde. Et je vous ai dit, je vais éteindre mon portable pour qu'enfin nous commencions. Je ne m'appartiens plus. Dans des réunions, téléphone, partout, téléphone, Internet. C'est maintenant ça, votre vie. Et vous êtes exposé. Vous êtes en danger. C'est difficile de vous récupérer. N'est-ce pas, il y a un secret que je vous ai livré tout à l'heure. Bien sûr. En disant que j'ai peur pour mon petit enfant. Je parlais à sa maman. Alors que c'est moi qui devais lui parler. Je parlais à sa maman pour qu'il m'aide à lui parler. À le sensibiliser. Vous avez posé tout à l'heure, et par là je veux terminer, une question extrêmement importante. Que faire? Quelle solution? Et je vous ai dit que c'est difficile. J'ai l'impression qu'on ne peut plus arrêter ça. J'ai un secret, ça c'est pour moi. Et je disais hier à quelqu'un, ce n'est pas ça la religion, c'est pas le comportement, c'est de l'intérieur. Moi j'ai l'impression qu'il y a le bon Dieu. Et je vous ai bien dit, j'ai l'impression, parce que quand je finirai de parler, j'oublie. C'est pourquoi ça reste une impression.
Si c'était quelque chose de présent, de permanent, de réel, moi, Samba Thiam, on n'aura rien à me reprocher. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a le bon Dieu qui me suit, qui me parle, qui m'habite. Et cela me régule. J'ai une crainte. Et c'est ça qui s'envole en nous. Et donc, nous deviendrons libres. Regardez les autres sociétés. Regardez un bon jour quelqu'un arrêter tout, sortir, abandonner appartement. Ah, ils n'ont pas de repère. Eh bien, si nous perdons ces ressorts, c'est fini pour nous. Merci de m'avoir invité. Vous l'avez bien entendu, vous l'avez bien écouté. Il est professeur exceptionnel, professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai envie de dire professeur seulement. Il est également le chef de département Histoire du droit de la faculté de droit et de sciences politiques. Il est le président du CTS au CAMES. Il gère la promotion des enseignants, chercheurs en droit et en sciences politiques. Enfin, il est le président de l'Organisation nationale des droits de l'homme au Sénégal. Et je suis sûr que c'est l'Internet qui vous a donné. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour vos analyses éclairantes et enrichissantes. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous pouvons retenir tout simplement de son intervention que les droits de l'homme ne sont pas simplement de simples principes abstraits, mais que ce sont des garanties essentielles pour la dignité de chacun d'entre nous. Si on a la chance d'avoir des personnes pour nous aider à y arriver. Effectivement, à très bientôt et d'ici là, restez connectés sur Télé-École pour ne rien rater de l'information éducative. Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique, au Sénégal. C'est très bien, c'est beau. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.